toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus pour ce premier épisode, le premier épisode de la chaîne. Donc un épisode que j'ai voulu consacrer à la vie sous l'emprise d'une pervers narcissique. Alors si je dis une, c'est parce que dans mon cas, effectivement, c'était une femme. Alors si je donne la précision, c'est parce que si dans le fonctionnement et dans la finalité, un pervers narcissique, homme ou femme, ça revient au même, disons la façon d'opérer est un petit peu différente. Ils ne vont pas utiliser, on va dire, les mêmes tactiques. Je pense que si certaines ou certains d'entre vous ont été ou sont sous l'emprise d'un homme pervers narcissique, verront la différence. Donc déjà, si certains ont vu la vidéo de présentation que j'avais fait pour un peu expliquer la chaîne et de quoi elle allait parler, effectivement, je commence pas dans l'ordre chronologique, on va dire, par rapport à, disons, différentes épreuves qui me sont arrivées dans la vie. Eh bien, tout simplement, le fait de savoir que mon ex-femme était pervers narcissique et que j'en ai été la victime, c'est que c'est la première chose que j'ai découverte, en fait, ou plutôt que j'ai comprise. Parce qu'à ce moment-là de ma vie, on va dire que le harcèlement scolaire, pour moi, n'existait pas, parce que j'étais dans un déni complet, j'en avais même pas conscience, en fait. Ça voulait dire aussi que tous les traumatismes que ça avait générés chez moi, je ne les voyais pas. Pourtant, eux, ils étaient bien là. Ils agissaient dans l'ombre, mais ils étaient bien là. Donc déjà, avant de vous donner le récit de ces 10 années passées sous emprise, je pense qu'il est important de vous expliquer comment déjà, moi, j'ai découvert que mon ex-femme était une pervers narcissique. Pour vous donner quelques repères temporels, donc c'est une relation qui a duré de 2001 à 2011. Donc j'avais 21 ans quand j'ai rencontré mon ex-femme. Et je n'ai eu, disons, la confirmation, parce que j'avais quand même des doutes, mais vraiment la confirmation qu'elle était pervers narcissique, c'est arrivé en 2018. Alors effectivement, nous étions déjà séparés depuis 7 ans, mais nous étions en contact, j'allais dire, forcé de 2011 à 2021 parce que comme nous avons 2 enfants ensemble, que la garde était partagée, c'était un peu un contact obligatoire et ça lui a permis encore d'avoir une certaine pression sur moi. De manière indirecte cette fois-ci, mais plus grave, puisqu'elle se servait des enfants, justement. Et c'est là où mes enfants ont eu à souffrir de cette perversion. D'ailleurs, c'est un sujet auquel j'aimerais peut-être consacrer un épisode qui pourrait être, disons, la vie après une relation avec un pervers narcissique. Et surtout peut-être aborder le thème des enfants quand il y a des enfants en commun et comment ils peuvent en souffrir et peut-être aussi comment on peut les protéger de ça. Car c'est vrai que ça a été une période quand même très compliquée parce qu'il y a une certaine impuissance aussi vis-à-vis des enfants et de leur souffrance et c'était vraiment assez difficile à vivre. Donc, comment j'ai su en fait que c'était une pervers narcissique? Donc, dans le cadre de mon activité professionnelle, alors juste pour vous expliquer, effectivement, je travaille dans une institution qui accueille des adultes avec un handicap psychique stabilisé. Et nous avons souvent des formations, et là nous avions une formation de 4 jours sur les psychopathologies.
Alors moi qui me posais des questions, effectivement, sur la problématique de mon ex-femme, je voyais bien qu'il y avait des choses qui collaient pas. Je voyais bien que, avec tout ce que j'avais vécu, ce que je cherchais à comprendre, à analyser, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Et bon, effectivement, j'avais vu passer le terme de pervers narcissique, mais bon, j'étais pas sûr. Peut-être aussi je me voilais la face à cette époque-là parce que ça avait des conséquences assez lourdes, en fait, de se l'avouer. Donc, pour moi, je m'étais dit, bien, mais ça tombe très bien, cette formation, je vais peut-être pouvoir avoir la confirmation de ce que je pensais ou pas. Donc, les 3 premiers jours de formation se passent. Bon, j'entends toujours pas parler de pervers narcissique, j'entends parler de névrose, j'entends parler de psychose et tout ce qui s'en rapproche. Alors, je demande à la formatrice, d'ailleurs qui était assez expérimentée, elle faisait du profilage pour la police nationale pendant 10 ans, ensuite elle s'est mise à son compte, donc quelqu'un qui connaissait très bien les profils psychologiques. Effectivement, je lui pose la question, mais dans aucun des 2 cas, névropsychose, vous m'avez parlé de pervers narcissique, mais dans quel cas on les met? Elle me fait, mais vous inquiétez pas, ça je le fais en dernier, parce que c'est une case à part. Donc déjà, un premier étonnement, puisque pour moi, ça faisait partie soit d'une névrose, soit d'une psychose. Et comme pour moi, c'était les 2 seuls champs possibles, on va dire, dans les problématiques de la psyché, bah, c'est sûr que j'avais plus de questions que de réponses à ce moment-là. Donc déjà, la manière dont ça nous a été expliqué, c'est qu'elle parle de construction perverse. Et je pense que c'est très important en fait de souligner, parce qu'une construction, c'est que quelque part votre psychisme s'est construit comme ça. C'est pas quelque chose qui vient par exemple comme une maladie, comme par exemple la schizophrénie, où vous aviez une vie à peu près normale, bon alors vraiment en grossissant, et à un moment donné la maladie tombe et voilà, et vous êtes malade. Non, là on parle vraiment d'une construction. Donc c'est pas déjà une maladie. Donc moi la question que je me posais, bon ben si c'est pas une maladie, ben comment ça peut se soigner? Et ben justement en fait, j'en ai eu la confirmation après, c'est que ça ne se soigne pas. Donc déjà là le premier espoir qui s'écroule pour moi, c'est que jamais je ne lui ferai entendre raison. C'est pour ça que vous entendrez toujours des professionnels, des psychiatres, des psychologues ou d'autres anciennes victimes, que la seule solution de s'en sortir, c'est de fuir loin. Alors effectivement, avec des enfants au milieu, c'est d'autant plus difficile, mais pourtant, c'est la seule solution. Donc déjà, premier coup de massue. Ensuite, elle nous a exposé un peu le fonctionnement, comment opérer en fait un pervers narcissique pour on va dire, attraper sa proie, quoi. Et là, je me suis décomposé pendant tout son récit. Parce qu'en fait, elle aurait pu mettre mon prénom et celui de mon ex-femme. C'était exactement tout ce qui s'est passé. De la séduction jusqu'au chaud et au froid. Ensuite, la manipulation de la parole. Comment éloigner tout l'entourage qui pouvait être gênant, et voilà quoi. Donc là, ça a été le deuxième coup de massue. Donc j'ai essayé de ne pas me décomposer devant les 20 autres collègues qui étaient en formation avec moi. Et donc c'était pendant une petite heure son récit, puis ensuite est venu quand même le temps des questions, et où moi j'ai posé la question peut-être dont je redoutais le plus la réponse, puisque le constat était que s'ils sont capables d'aimer personne d'autre qu'eux-mêmes, est-ce qu'ils sont moins capables d'aimer leurs propres enfants? Et là, le coup près est tombé. La réponse était non. Donc là, ça a été le troisième coup de massue, parce que moi, je pensais forcément à mes enfants, et voilà, et que là, elles allaient peut-être, malheureusement, vivre exactement ce que j'allais vivre, sauf que c'était leur mère.
et que l'idée même d'une relation, ne serait-ce normale, était devenue impossible. Et donc là, c'était la fin de la formation, donc c'est un vendredi, et en fait, je pense que j'ai passé tout le week-end où j'étais pas là, j'étais plus là, j'étais qu'avec ça, j'étais en train, voilà, une lumière s'était allumée et commençait à éclairer un peu tout le désastre, quoi. Et au fur et à mesure du temps qui passe, ça m'a fait comme, vous imaginez, vous êtes dans un couloir où il fait tout noir, et vous avez des lumières qui petit à petit s'allument, et qui s'allument de plus en plus loin, et qui vous font comprendre de plus en plus précisément, en fait, tout ce que vous avez vécu, et tout l'impact que ça a eu, et aussi comment vous vous êtes fait complètement retourner et manipuler, quoi. Après, ça a été un cheminement quand même qui a pris un peu de temps, parce que pour oser m'avouer être victime, donc accepter le mot de victime, qui, je l'aurais compris après, était assez compliqué pour moi, ça a pris 2 ans. 2 ans où, par contre, pendant ces 2 ans, je sombrais petit à petit. Et c'est le jour où j'ai accepté, justement, de me reconnaître en tant que victime. C'est aussi là où, quelque part, j'ai aussi explosé, que je suis tombé dans une dépression profonde et que j'en suis aussi là où j'en suis aujourd'hui. Et donc là, cette reconnaissance, on est à peu près, pour situer dans le temps, on est en 2020. Alors, peut-être une petite précision, c'est vrai que le mot victime, forcément, moi j'avais du mal, parce que je le trouvais presque exagéré. Je pense que je voulais pas m'avouer à quel point, en fait, elle avait pu me détruire, bien que j'en avais tous les symptômes. Mais c'est pour ça que ça a pris du temps, l'acceptation. Parce que je pense que l'accepter, c'était aussi s'avouer à quel point j'avais été détruit. Sauf que dans le cas de victime de pervers narcissique, eh ben non, il faut vraiment, vraiment pas minimiser le mot victime, parce que c'est comme un viol de l'esprit. Et si je me permets de faire cette comparaison, c'est parce que justement pendant la formation, quand elle nous a expliqué le fonctionnement de pervers, donc elle nous a dit il y a 2 courants, il y a le pervers narcissique et le pervers sexuel. Ils fonctionnent exactement pareil, sauf qu'effectivement, l'un, en plus de détruire votre esprit, va aussi souiller votre corps quelque part. Mais dans les 2 cas, ça revient au même, c'est-à-dire l'impact psychologique, lui, il sera quasi identique. Donc si vous êtes victime, n'ayez pas peur de ce mot, et vous inquiétez pas, vous serez considéré vraiment comme tel. Moi, j'ai eu la chance, à un moment donné, je me suis adressé à une association d'aide aux victimes. Et quand au téléphone, la psychologue m'a eu, je lui ai expliqué mon cas, elle m'a dit non, vous rentrez dans les critères, je vais vous recevoir. Et c'est vraiment elle qui m'a fait prendre conscience que non, on était victime au même titre que de violences physiques, alors c'est dur de faire la comparaison parce que j'ose même pas imaginer à quel point une agression sexuelle ou un viol peut détruire une personne. Mais en tout cas, sur l'aspect psychologique, sur les dégâts que ça puisse faire, oui, c'est assez similaire. Donc non, c'est à ne pas minimiser. Si par contre vous êtes plutôt témoin, non, ne minimisez pas ce que peut-être la victime peut vous dire. Non, il faut vraiment prendre au sérieux, parce que c'est pas anodin. Et les conséquences peuvent être vraiment sur le psychisme, sont assez graves. Donc voilà déjà pour cette première partie qui me semble importante, parce que de toute façon, si on veut pouvoir régler un problème, il faut d'abord savoir l'identifier avec précision. Donc effectivement, pour se libérer d'un pervers narcissique, il faut qu'on en ait la certitude, et comme ça nous indique aussi quoi faire, parce qu'avec un pervers narcissique, il n'y a pas 36 000 solutions, et ça évite surtout de perdre du temps avec ce que moi j'ai essayé de faire, c'est déjà ne serait-ce qu'avoir l'espoir qu'ils entendent raison. Donc maintenant, comme deuxième partie, j'aimerais vous parler de mon histoire, ou comment moi je suis tombé dans les griffes d'un pervers narcissique. Donc déjà, une rencontre plutôt classique.
j'étais en boîte de nuit avec 2 amis et elle s'y trouvait aussi. Et donc, bon, premier regard échangé, première danse, premier baiser. Puis, à la fin de la soirée, on se dit, tiens, est-ce que ça, avant de rentrer, est-ce que on n'irait pas juste se poser à la plage, tranquille, quoi. Alors déjà, peut-être une précision, c'est que à cette époque-là, j'étais plutôt une personne déjà avec peu de confiance en moi, assez torturée. Effectivement, hein, avec le traumatisme, le harcèlement scolaire dont je n'avais pas conscience, mais aussi le fait d'être HPI que j'ignorais totalement. D'ailleurs, on n'en parlait même pas à cette époque-là. Le terme n'était pas utilisé. Donc nous arrivons à la plage, on se pose, et puis je pense qu'elle, ça a été son premier test d'accroche. Donc elle a commencé à me raconter un petit peu sa vie, mais des choses qui, à quelques heures de rencontre, auraient dû m'étonner. Enfin, effectivement, j'ai trouvé bizarre. Au début, elle me parlait de la mort de sa mère, elle me parlait un peu des difficultés avec son père, puisqu'elle vivait qu'avec lui à ce moment-là. Donc, vraiment, comme la femme fragile, victime, triste, qu'il fallait protéger. Et, justement, ce que j'ai appris par la suite, que c'était plutôt, voilà, la façon d'opérer chez une femme pervers narcissique, ça va être ça. Ça va être de passer pour la femme fragile et envoyer le message, on va dire, à l'homme, soit mon protecteur, soit mon refuge. Une façon de valoriser l'autre, en fait. Et forcément, sur une personne sans estime de soi, avec très peu de confiance en lui, moi, je suis tombé de suite dans le panneau, en fait, quoi. Pourtant, j'avais toujours trouvé ça bizarre, mais je m'étais dit, comme moi, j'arrive pas à me sauver, peut-être que j'arriverai à sauver quelqu'un, ça m'aidera aussi. Enfin, tout un tas de réflexions, mais j'y suis allé quand même, en fait. À ce moment-là, le piège commençait déjà à se refermer. Donc après, le processus assez classique, les premiers temps, les premières semaines étaient assez idylliques, quoi. Avec toujours pas mal de compliments, de mise en valeur, effectivement. Elle me présentait à ses amis, toute fière. Il y a aussi quelque chose que j'avais pas vu, elle cherchait un peu à me relooker, et tout ça, pour soi-disant, elle me disait « Ouais, mais tu vas voir, tu seras encore mieux, encore plus beau ». De plus, elle travaillait, elle, dans le prêt-à-porter masculin, donc c'était facile. Mais pourtant, c'était pas trop mon style à l'époque. Moi, j'étais plutôt en baggy, un peu large, style un peu surfeur, skater. Et c'est justement après coup, un de mes cousins m'avait dit, mais on a toujours vu qu'il y avait quelque chose, elle essayait de te changer, et nous, ça nous paraissait bizarre, ça n'était pas toi. Donc là, aussi, l'étau s'était resserré d'un cran de plus, quoi. S'en est suivi la phase classique d'éloignement des personnes proches. Alors, que des amis, parce que la famille, c'était compliqué, même disons qu'elle y est jamais vraiment arrivée. Et c'est aussi peut-être quelque part un point qui m'a sauvé. Alors forcément, ma mère, qui avait un caractère un peu comme moi, elle s'est laissée facilement avoir par son joli discours, hein, un peu de pauvre petite fille. Donc ma mère, ayant une pitié démesurée, elle s'est fait avoir comme moi. Par contre, elle avait créé une certaine rivalité avec ma sœur, qui est un peu plus jeune que moi, de 3 ans. Presque comme si, alors plutôt par rapport à ma mère, comme si elle essayait de prendre sa place. Parce que ma mère, elle s'était mise à l'appeler Mamoun, et non par son prénom. Bien sûr avec l'aval de ma mère, et qu'elle tombait dans le panneau autant que moi, et on se l'était dit de toute façon après. Après, au bout de quelques mois, effectivement, ça... ce qu'on appelle la phase du chaud et du froid, où elle commence à vous tacler un petit peu, subtilement, et à des moments vous faire des compliments, et puis vous savez pas pourquoi, un reproche qui vient très vite après, sans qu'il se soit passé quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment une phase de déstabilisation, en fait, pour vraiment vous sachiez plus à quoi vous attendre, et
On devient un peu comme déboussolé, en fait. Ouais, je pense que c'est ça. Déboussolé. C'est vraiment l'impression que j'avais à ce moment-là. Mais comme l'emprise était déjà bien installée et que, bah, du coup, oui, moi, les sentiments étaient très forts. Donc, bon, vous mettez ça sur le coup des humeurs. Vous essayez, en fait, on se trouve toujours des explications pour excuser. Parce que je pense qu'à ce moment-là, pour moi, une rupture aurait été bien plus douloureuse que quelque part ce chaud et ce froid, quoi. Après aussi, voyant que mon père tombait pas dans le panneau, elle a réussi à créer un conflit avec mon père, mais qui sortait vraiment de nulle part, pour une broutille, vraiment, je me souviens. Mais conflit qui a duré des mois, hein. Des mois où moi, du coup, je me suis retrouvé en porte-à-faux, où elle voulait plus venir chez moi, où il fallait qu'on se voit toujours chez elle, mais bon, c'était vraiment compliqué, hein. Je pense qu'en fait, elle savait très bien que on était très unis dans la famille, mais vraiment la famille au sens large du terme, c'est-à-dire pas que mes parents, avec aussi mes grands-parents, mes cousins, mes tantes. Et je pense que ça a toujours été un obstacle pour elle. Donc il fallait une manière de le briser, ou en tout cas que moi je me retrouve en porte-à-faux et un peu éloigné. Donc ça a duré quelques mois et après, bon, disons que ça s'est calmé. Elle est revenue, mais bon, je pense qu'il y avait toujours une méfiance l'un envers l'autre. Donc après, ben, le temps passe avec des hauts et des bas. Ce que j'avais pas remarqué au début, c'est que dans toutes mes activités, on va dire personnelles, hein, le sport, les hobbies, elle essayait toujours en fait de venir. Mais elle y arrivait en plus, c'est ça le problème. Et donc au début, ça se passait toujours très bien. Presque, vous voyez, la personne modèle qui arrive, gentille avec tout le monde. Et puis dès qu'au bout de quelques mois, eh ben, il y avait toujours un truc qui allait pas et ça commençait à s'envenimer jusqu'à créer des histoires et à même plus pouvoir ensuite revenir, quoi. Et à chaque fois, moi, pris entre deux feux, ben, forcément, je m'éloignais de ces personnes-là et je me retrouvais encore isolé une autre fois. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'ai bien constaté après, c'est que elle s'est toujours débrouillée à être avec moi quand moi, je pouvais être, on va dire, à l'extérieur ou en contact avec d'autres personnes. Et elle, par contre, ça a toujours plus ou moins été l'inverse. Mais bon, elle, par contre, quand elle avait des choses plus personnelles, elle se débrouillait toujours à être sans moi, par contre. J'ai compris par la suite pourquoi, puisque j'ai appris, une fois qu'on était séparés, qu'elle m'avait trompé plusieurs fois pendant notre relation. Et je sais qu'il y a au moins 2 fois où c'est vrai, puisque j'en ai eu des preuves matérielles, on va dire. Soit témoin direct, soit copie de message. Encore une fois, à l'inverse, quand moi j'avais des doutes qui du coup étaient fondés, limite je passais pour un fou, quoi. Mais quand je dis fou, c'est presque à prendre au premier degré, puisque elle a réussi à me faire aller voir un psy pendant au moins 1 an et demi, parce que je croyais que c'est moi qui, à un moment donné, me faisais des idées, était parano presque, quoi. Et ce qui est amusant, c'est que dans les dernières séances, je me souviens, le psy m'avait dit, mais peut-être que votre compagne devrait voir quelqu'un aussi. Je crois qu'il avait peut-être déjà bien compris. Donc les années se passent, on arrive à peu près en 2005, et où là, la question d'un enfant se pose. Alors, on vivait déjà ensemble, on avait un appartement. Et vu le contexte, des fois un peu trop aléatoire, c'est vrai que j'avais des doutes. Et au moment où j'ai évoqué ces doutes, eh ben, les mois qu'on suivi, bizarrement, sont devenus des mois, mais presque parfaits. Plus de reproches, des compliments, une vie assez épanouie, on va dire sur tous les plans, quoi. Donc moi, je me suis dit, tiens, elle a enfin compris, elle change. Bon, je pense que oui, moi c'est vrai que l'idée d'enfant, je l'ai toujours eue, hein.
Donc elle est très vite tombée enceinte. Et bon, la grossesse s'est plutôt bien passée. Alors autant pour la santé de la mère et de l'enfant que au niveau relationnel, voilà, tout allait bien, il y avait plein de choses à préparer, tout était nouveau, hein, beaucoup de questionnements aussi. Puis moi j'avais vraiment à cœur d'accompagner cette grossesse, puisque moi je ne pouvais pas porter l'enfant, alors moi je portais la maman, parce que pour moi c'était un point d'honneur à participer vraiment à ce moment-là. Donc là, la naissance se passe vraiment bien, vraiment sans problème. Donc dans les premiers temps, comme elle avait décidé d'allaiter, c'est vrai que moi j'essayais de faire en fait tout ce qui pouvait être fait à part ça. Parce que déjà j'avais vraiment à cœur de m'impliquer et puis je pense qu'elle, ça l'arrangeait bien parce que du coup elle avait rien à faire que lui donner le sein, quoi. Ensuite, 2 mois après la naissance, elle découvre un jeu en ligne, hein, World of Warcraft pour pas le citer. Et puis à partir de ce moment-là, quelque part, je crois que plus rien d'autre n'existait vraiment. C'est-à-dire que quasi tout son temps libre, elle le passait sur son ordinateur à jouer. Donc en gros, son rythme, c'était, elle bossait, elle avait des horaires de bureau, donc elle bossait de 9h, elle rentrait vers 18h30. Elle se mettait à jouer de 20h jusqu'à minuit en semaine. Le week-end, elle prétextait être fatiguée. Donc moi, avec la petite, on sortait. Puis je me suis rendu compte une fois qu'en fait, dès qu'on était sorti, elle se levait, elle allumait son ordi, quoi. Et le week-end, elle jouait quasi la journée, plus le soir aussi, le même rythme. Donc c'est un peu comme si je m'étais retrouvé avec un enfant et demi. Et moi, encore une fois, bonne poire, j'assumais tout le reste, hein. Alors bon, le seul côté positif, c'est que par contre, j'ai énormément profité de mon enfant. C'est sûr qu'on a un lien qui est très fort avec les deux, mais c'est vrai que là, la première, un lien énorme s'était créé. Donc c'est peut-être pour ça aussi que comme j'étais très occupé, et je m'occupais beaucoup en fait de notre enfant, bon, là on n'était que 3, c'était facile, j'ai accepté peut-être plus facilement là. Donc 2 années se passent, et vient le sujet d'un deuxième enfant. Donc là, forcément, les doutes sont encore plus grands au vu un peu du contexte où elle est quasi absente tout le temps, quoi. Ou en tout cas ne participe à quasi rien de notre vie de famille. Bon, forcément, elle arrive toujours à me maintenir sous emprise, hein. Et même, je crois qu'il faut être clair, de toute façon, elle avait même réussi à créer une dépendance chez moi, puisque avec toutes les problématiques que je ne connaissais pas, mais qui faisaient leur effet, j'étais à l'époque, je peux le dire maintenant, j'étais facilement dépendant affectif, ça c'est sûr. Donc petit à petit, elle remet le même schéma que pour l'envie du premier enfant, sauf que ça va durer plus longtemps, puisque moi les doutes étaient plus grands, donc mais c'est là où on voit la force d'un pervers narcissique, c'est-à-dire que pour obtenir ce qu'il veut, il est capable d'efforts assez considérables, et surtout, je pense qu'elle savait très bien comment je fonctionnais, elle savait très bien aussi mes espoirs, ce que j'attendais. Donc elle a réussi à m'amener presque tout cet idéal dont j'avais rêvé, et que je rêvais encore. Parce que moi je l'aimais vraiment, j'avais vraiment cette envie de vie de famille, de vie de couple. Donc forcément, le résultat, c'est que je me suis fait avoir une deuxième fois parce que j'y ai cru. Cette fois-ci, j'y ai cru vraiment. Donc peu de temps après, où moi, je lui ai dit, bon, ok, elle est très vite tombée enceinte du deuxième. Sauf que là, la grossesse va être un petit peu différente. Alors, pas pour elle, parce qu'en fait, elle a encore eu une grossesse vraiment facile, mais disons que comme la première grossesse, j'ai essayé d'apporter, moi, tout ce que je pouvais. Mais il y avait déjà un enfant à côté aussi, donc il fallait aussi s'en occuper. Sauf qu'elle, elle était aussi exigeante que comme s'il y avait qu'elle.
Donc c'était toujours des reproches, et puis moi j'essayais à chaque fois de faire encore mieux, mais ça m'a amené à l'épuisement, à tel point que je me souviens un soir vers le 8e mois où j'étais fatigué, j'en pouvais plus, et c'était encore un énième reproche comme quoi je faisais rien. Parce que c'est souvent ça, hein, le reproche. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce que c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est assez propre aux pervers narcissiques, en tout cas. Il s'accapare, on va dire, tout ce que fait l'autre, il se l'approprie, et il reproche à l'autre, en fait, ce que lui ne fait pas. Et souvent, quand vous êtes avec d'autres personnes, ben, il s'en glorifie tout le temps, et quand vous avez essayé d'amener des arguments contraires, ils ont tellement d'aplomb, tellement convaincants aussi, et presque j'ai envie de dire convaincus que ce qu'ils disent est vrai, que vous avez l'impression, devant la tierce personne, de passer presque pour un fou, quoi. Et cette force qu'ils ont d'arriver à écraser votre vérité, même la vérité, et complètement décrédibiliser votre parole, comme si elle n'avait pas de valeur, comme si elle serait jamais crue de toute façon. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me poursuit encore, même maintenant. Parce que bien sûr, même après, dans les conflits, c'est quelque chose qu'elle a toujours cherché à faire. En plus de l'isolement social, ça vous isole aussi presque psychiquement, quoi. Donc je ferme la parenthèse. Et donc ce fameux soir, je me trouvais dans la chambre après une énième prise de tête. Et je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je m'en aille, quoi. Là, c'est pas possible, je sauve ma fille, je viendrai chercher la deuxième quand elle sera née, mais il faut que je m'en aille. Et je me suis levé, j'étais presque parti pour aller lui dire, quoi. Et puis elle s'est trouvée dans le couloir devant moi, et mes yeux sont tombés sur son ventre. Et j'ai de suite pensé à l'enfant qui était dedans, et je me suis dit, et voilà, je suis resté bloqué, en fait. Je suis resté bloqué. Mais disons, c'était les prémices, en fait. Je pense que ce soir-là, c'était vraiment le début de la fin. Donc après ça, bon, le deuxième enfant est arrivé, un accouchement sans problème. Moi, j'essaye d'être là le plus possible à la maternité, et puis tout en essayant de me partager aussi avec le premier. Et puis au retour à la maison, bon, de toute façon, l'histoire est simple, c'est-à-dire que c'était la même chose, mais avec un nouvel enfant en plus. Donc rien n'avait changé, elle n'était pas plus là. Elle était toujours de toute façon sur son jeu. Moi, je m'occupais des enfants autant que possible, en essayant de donner du temps à tous les deux. Puis c'est moi qui avais pris le congé parental à temps partiel, comme au niveau financier, c'est elle qui gagnait le plus. Bon, ben, moi, ça me faisait en plus plaisir de toute façon de le prendre. Mais dans mon esprit, il s'était quand même passé quelque chose. C'est-à-dire que, voyant les mois passant que la situation de toute façon était redevenue comme avant, que tout était pareil, je commençais déjà à réfléchir à une sortie. Parce que je me disais, c'est pas possible, hein. Moi, c'est une chose, mais si en plus les enfants doivent subir ça, non. Il fallait, quelque part, il fallait que je les sauve. Peu importe la peur que j'avais, hein, mais il fallait que je les sauve, elles, en tout cas. Et quelque part, en les sauvant, elles, je me suis sauvé moi. Parce que si j'étais resté, je sais pas comment j'aurais fini. Donc aujourd'hui, je considère même que c'est mes enfants qui m'ont sauvé. Donc en fait, pendant des mois, je réfléchissais à la situation, comment, la mise en place de tout, sachant comment aussi elle fonctionnait, parce que j'avais passé des années à essayer de l'analyser pour la comprendre, en fait. J'avais déjà quasiment tout en tête de comment les choses se mettraient en place, comment je pouvais amener à négocier dans son sens pour moi ensuite obtenir déjà surtout
une bonne partie de la garde de mes enfants pour les protéger au maximum en fait. Donc comme la plupart des pervers narcissiques sont vénales et très matérialistes, donc j'ai quasiment tout laissé ce qu'on avait en commun pour que ça aille dans son sens et que moi ensuite je puisse obtenir au moins une garde alternée, puisque je pensais aussi que, comme j'ignorais complètement qu'elle était pervers narcissique à l'époque, j'ai toujours pensé qu'il fallait de toute façon une égalité entre le père et la mère et que le fait, si on se sépare, peut-être elle prendrait son rôle de mère enfin. Donc on arrive vers février 2011 et depuis quelque temps la situation effectivement s'était dégradé, les conflits étaient plus forts, même j'ai bien vu que ça avait eu un impact sur les enfants, qu'ils le ressentaient en fait. Donc je me suis dit, prochaine altercation, je place le fait qu'on se sépare. Alors inconsciemment, en fait j'avais tourné les choses pour lui faire croire que c'est elle qui prenait la décision, comme si c'est elle qui allait décider. Alors que moi, ça faisait des mois que j'avais réfléchi, que j'attendais le courage et l'opportunité. Donc dans les 2 semaines qui ont suivi, moi je suis reparti, alors chez mes parents qui habitaient la même ville et qui avaient aussi assez de place en attendant que moi je retrouve un autre appartement, de pouvoir aussi accueillir mes filles pour que je puisse m'en occuper. Après, malgré tout, émotionnellement, c'était un peu un entre-deux à ce moment-là, parce qu'il y avait une certaine délivrance, mais aussi une certaine peur, une certaine souffrance aussi. Mais c'était vraiment... c'était quand même ensuite, comme je le nomme, une renaissance. C'était pour moi une deuxième partie de vie qui s'ouvrait. Donc bien évidemment, les choses... n'ont pas été si simples que ça les années qui ont suivi. Mais j'avais dans l'idée plutôt de faire un deuxième épisode sur l'après, en fait. Parce que comme de toute façon avec les enfants nous étions toujours en lien un peu forcé, même séparer une pervers narcissique ou un pervers narcissique cherchera quand même à vous détruire. Et il n'hésitera surtout pas à se servir des enfants pour ça. En tout cas, moi j'en ai fait l'expérience. Et malheureusement mes enfants aussi. C'est pour ça que j'aimerais y consacrer une autre émission, parce que c'est vraiment un sujet qui mérite d'être traité de manière à part entière. Donc maintenant, si on devait faire un bilan des conséquences que ça a eu sur moi, mais aussi tout ce que ça m'a permis de comprendre et d'analyser. Alors forcément, la première chose qui est touchée chez les victimes, c'est la confiance en soi, souvent. De toute façon, un pervers narcissique choisit déjà toujours une personne qui a, on va dire, une carence déjà dans la confiance en soi. D'ailleurs, on va dire que dans la phase de séduction, ils s'en servent. C'est pour ça qu'il y a pas mal de valorisation, de mise en avant pour créer cet affect et ensuite le retourner contre sa victime. C'est là où vient la phase, ce qu'on appelle du souffler le chaud et le froid, pour déstabiliser complètement la personne et lui faire ensuite complètement perdre pied. Et ensuite, le pervers narcissique peut prendre l'ascendant psychologique en vous faisant croire que sans lui, vous n'êtes rien, que vous ne valez rien. Et comme ça, créer presque la dépendance affective. Pourtant, il y a une chose fondamentale que je crois toute personne victime doit garder en tête, c'est que si, à un moment donné, vous avez été la proie d'un pervers ou d'une pervers narcissique, c'est justement parce que vous n'étiez pas rien, parce que vous n'avez pas rien. Au contraire, c'est peut-être justement parce que vous étiez tout ce qu'ils ne sont pas, tout ce qu'ils n'ont pas, qui vous ont choisi, mais pour vous le voler. C'est au tout début de ma thérapie que ma psychologue m'avait fait cette remarque. Elle les compare souvent à des vampires, en fait.
qui viennent aspirer tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez. Et ça peut aller très loin, hein. Moi, je pense que j'ai eu la chance d'être parti à temps, parce que, comme je dis, si j'avais pas eu mes enfants, je ne sais pas où je serais maintenant. D'ailleurs, je pense que je ne serais peut-être même plus si j'étais resté. Donc je le répète, mais je pense que c'est très très important. Si vous avez été la proie d'un pervers ou d'une pervers narcissique, c'est vraiment parce que vous étiez quelqu'un, et certainement quelqu'un de bien. Parce qu'un pervers narcissique ne choisira jamais une personne qui ne lui rapporte ou qui ne lui apporte rien. Parce que justement, il se nourrit de ce qu'ont les autres et de ce que lui n'a pas. Ensuite, une autre blessure que provoque souvent l'emprise d'un pervers narcissique, en tout cas chez moi c'est assez manifeste, c'est le sentiment de culpabilité. Et effectivement, je l'ai compris en analysant, quand vous avez sans arrêt une personne qui vous dit que ce que vous faites c'est jamais assez, c'est pas assez bien, que même quand vous essayez de faire exactement comme elle vous dit qu'il faudrait que ça se fasse, c'est toujours pas bien, vous avez toujours l'impression qu'en fait vous faites toujours mal, ou que c'est toujours votre faute, parce que ça aussi, hein, le pervers narcissique est très fort pour ça, hein, c'est jamais lui, c'est toujours les autres. Et quand on vous martèle ça pendant des années, forcément ça vient s'ancrer dans votre inconscient, et même après, hein, moi je le vois dans ma vie professionnelle, dans ma vie quotidienne, ça ressort souvent. Vous avez toujours l'impression que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, surtout si ça vient toucher vos enfants ou votre compagne ou votre compagnon, le moindre signe, vous vous sentez de suite coupable de ce qui peut arriver, quoi. Même si le problème n'a rien à voir avec vous, mais c'est quelque chose qui vient handicaper toute relation sociale en soi. Un autre point aussi que moi j'ai constaté sur moi, c'est dans les relations sociales, vous êtes toujours en hyper-vigilance sur est-ce que ça va pas déraper, ou est-ce qu'à un moment donné, il va pas y avoir quelque chose qui va mal tourner. Et ça vient vraiment de la technique, comme on dit, du chaud et du froid chez le pervers narcissique, où en fait vous savez jamais, il est capable de vous faire un compliment et de suite après de créer une dispute, une engueulade, 5 minutes après ça revient. En fait, vous êtes complètement, comme je le disais, déboussolé, et vous n'êtes jamais serein en fait. Et pour un pervers narcissique, c'est une forme de contrôle, hein. C'est uniquement ça. Parce que vraiment, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour un pervers narcissique, vous n'êtes qu'un objet de désir, d'assouvissement, vous êtes son objet. Et justement, ça fait une bonne transition pour un autre point que je voudrais aborder, c'est le fait justement après de toujours devoir se sentir utile, ou sinon on a l'impression qu'on n'est rien et qu'on ne sert à rien. C'est comme si on était devenu plus qu'une valeur marchande ou matérielle. Et c'est là où le nom de pervers narcissique prend tout son sens, parce qu'il y a vraiment une perversion à vouloir dominer l'autre, à le contrôler presque, et une certaine jouissance à la souffrance de l'autre. Peut-être un dernier point aussi que j'aimerais évoquer. Dans les témoignages que j'ai pu écouter, ça a rarement été évoqué. En tout cas, moi, je l'ai bien analysé chez moi. C'est la perte de crédibilité. Alors, je m'explique. Comme je le disais quand j'évoquais le récit de mon histoire de vie, elle a souvent, même tout le temps, remis ma parole en doute quand on était en désaccord, quand il y avait une tierce personne. Même quand on n'était que les deux, mais bon, là, il y avait pas grand-chose à gagner pour elle. Un exemple très concret, quand on était devant la juge pour la garde des enfants, ou pour une énième assignation qu'elle me collait sur le dos, même si j'amenais toutes les preuves matérielles de sa culpabilité ou de ma bonne foi, eh bien, j'avais toujours cette angoisse que elle arriverait quand même à avoir le dernier mot, ou que je ne serais pas cru.
Alors on peut facilement le rapprocher avec la confiance en soi, hein, quelque part. Mais c'est vraiment quelque chose auquel j'ai dû lutter et suivant l'enjeu, encore un peu maintenant moins, ça peut réapparaître. Voilà, je pense être arrivé à la fin de ce premier témoignage, première émission. Je pense avoir fait le tour des points qui me semblaient essentiels que je voulais partager ici avec vous. Ce que j'ai voulu appeler une vie sous emprise. En tout cas, moi, c'est mon histoire. Voilà comment je l'ai vécu. Peut-être que certaines d'entre vous se retrouveront, d'autres auront peut-être vécu des choses différemment parce que il y aurait autant de possibilités que de personnes. Hein. En tout cas, j'espère que ça pourra peut-être vous aider, vous éclairer, amener un regard nouveau, peut-être aussi vous rendre plus vigilant. Parce que, et là aussi je parle en connaissance de cause, ces gens sont vraiment dangereux et les traumatismes qu'ils provoquent sont vraiment conséquents. Donc si vous avez des questions, des remarques ou si vous avez peut-être des suggestions même ou des points que vous avez envie de discuter, je vous invite à me les adresser par mail. Donc comme je l'avais dit dans la vidéo de présentation, je préfère que vous vous adressiez directement à moi par le mail de la chaîne. C'est, je pense, pour moi en tout cas beaucoup plus simple. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous êtes arrivé jusque-là, vous avez été très patient et courageux et je vous en remercie. Prenez tous soin de vous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Salut, salut!